Salut à vous, petites et grosses tentacules. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'Empire des Cerisiers. Ça va être une longue série de vidéos qui va chercher à répondre à la question mais qu'est-ce que fabrique Nanda, l'Empereur Dragon? Pour cela, on va piocher à droite et à gauche dans les suppléments pour arriver jusqu'au livre de base. On va non pas partir de livre de base et finir sur Yokai, on va faire l'inverse. On va remonter le fil en essayant, déjà je vais aborder certains points de background un petit peu sans rapport, mais puisque j'aime bien. Mais voilà, notre remontée des suppléments jusqu'au livre de base va effectivement tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce que fabrique donc l'Empereur Dragon? On va partir des éléments factuels qui sont donnés dans les bouquins. Donc Akaime a complètement donné la permission de spoil comme le dernier des dégénérés. Et donc partir d'éléments factuels, officiels, pour finir de toute façon sur la dernière qui sera de la théorie, machin. J'ai deux grosses théories sur qu'est-ce que fabrique l'Empereur Dragon. Et puis voilà, donc on commence par Yokai Mukashi Banashi, et par seulement 4 pages et demie. Ouais. Et puis, oui, le concept de cette mission, ça va d'essayer de pas faire des trucs méga longs, indigestes. Voilà, ça va vraiment être à chaque fois des petites touches de pinceau délicates. Bon, en tout cas, pour l'Empire des Cerisiers, ça sera peut-être autrement sur d'autres gammes. J'ai 2-3 idées. Enfin, je vous en reparle dimanche. Donc, de quoi que j'ai envie de vous parler pour l'Empire des Cerisiers dans Yokai. Les 4 pages et demie, en fait, c'est les 4 premières et un petit encart de texte qui est beaucoup plus loin. À savoir, déjà la définition des yokai. On va passer plusieurs temps sur en fait le supplément yokai. C'est peut-être bien de poser la définition des yokai. Et qui plus est, ça va nous permettre justement d'aller fouiner un peu notre nez dans cet encart qui l'air de rien dit beaucoup. Et le deuxième point, on va voir l'élément fondateur, mais au sens littéral de l'Empire des Cerisiers, à savoir le pacte entre l'Empereur Dragon et le Roi des Esprits, en gros, entre le représentant du clan humain et puis les yokai. Voilà. Donc c'est parti. Déjà, l'ouvrage, le supplément s'ouvre sur 2 pages qui posent la question pas si innocente que ça. Qu'est-ce qu'un yokai? Alors un yokai, en fait, c'est un être ou un phénomène, oui même un phénomène, méchant pop-up, qui en fait est surnaturel. Voilà, le terme est tellement fourre-tout qu'une partie de son mystère vient de cet aspect fourre-tout, c'est qu'en fait dans yokai tu peux y mettre vraiment tout et n'importe quoi. C'est en fait quelque chose qui comporte un aspect surnaturel, ce qui nous arrange bien. Sauf qu'en fait c'est pas si évident que ça, parce que si on justement se réfère à l'encart de la page 116, c'est là qu'on apprend une chose assez intéressante pour l'ensemble de la gamme de l'Empire des Cerisiers, c'est que finalement la différence entre un humain, un yokai général, que ça soit un chien, un renard, ce que tu veux, les lapinous, et un dieu, et ça va être des notions d'intensité et non pas de nature. C'est pas l'essence qui change, c'est, j'oserais dire, l'énergie spirituelle de la créature. Puisqu'en fait, comme nous l'indique la page 116, entre un yokai et un dieu, c'est juste un niveau de puissance qui va séparer les choses. Entre un humain et un yokai, c'est juste un niveau de densité spirituelle qui va changer les choses. D'ailleurs, un humain, quelque part, il devient lui-même un yokai quand il meurt, vu qu'il devient un esprit dans le monde du yomi. Donc voilà. Et puis qui plus est, pour bien comprendre ça, il faut revenir à la base de la création de l'univers dans l'Empire des Cerisiers, à savoir qu'on a 2 divinités, Izanagi et Izanami, qui s'emparent d'une lance et puis qui vont s'attaquer au chaos. Enfin, en clair, l'univers vient d'un agencement du chaos par les 2 divinités majeures. Et en fait, tout découle de cela, c'est-à-dire la nature des dieux secondaires. Certains sont puissants, mais voilà, des dieux qui naissent après les dieux originels, tout comme toute la flopée de yokai, tout comme les humains, mais en fait, ils proviennent tous de la même essence chaotique, ordonnancée. Et en fait, la nature, la rupture entre humain et yokai est pas du tout si évidente que ça. Bon, ça, dans vos parties, c'est des trucs qui peuvent intervenir en fait sur 2 niveaux. Si vous avez envie de triper, du genre, vous avez un de vos personnages qui tombe amoureux de QB
sous sa forme féminine, et puis du coup, bah, Kyuubi, elle aime bien avoir des amants, bonne partie pour les bouffer, mais hop, il échec à Kyuubi, voire Kyuubi se dit, oh non, finalement, lui, je l'aime bien, elle boule pas. Bah, rien que voilà, d'avoir touche pipi avec Kyuubi peut tout à fait générer chez lui un afflux d'énergie spirituelle qui fait que ça devient un demi-yokai ou un voilà. Oh tiens, j'ai couché avec Miss Renard au Dragon truc ultra cheat. Ça, 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 justement, ça ne change pas mon essence, mais ça modifie mon équilibre interne et mon énergie interne. Puis après, je peux manifester hop, des petits trucs de renard. Ce sera même pas forcément physique, mais je peux être reconnu par d'autres yokai comme portant une empreinte spirituelle de yokai ou réagir à certains sorts de détection des êtres spirituels. Voilà, ça peut être des événements de la vie de vos personnages qui peuvent en fait les marquer d'énergie spirituelle qui va les faire changer un petit peu de catégorie, puisque bon, hein, le but de cette première partie, en fait, c'est bien de te faire comprendre que si les habitants, les Sakurajin de l'Empire des Cerisiers, ils mettent bien des petites cases, nous les humains, et puis oh, tous les autres c'est des yokai, et puis en plus il y a des dieux, bah, en fait, les limites sont très très confuses. Et l'autre point, et ça en plus c'est possible grâce au support élément Yami, vous pouvez tout à fait prévoir un scénar où c'est volontaire de massacrer tous vos personnages, puisque dans l'Empire des Cerisiers, comme dans Culte, la mort en fait n'est pas la fin. Quand vous êtes mort, bah, vous allez dans l'autre monde, le monde des morts. Et si vous avez des personnages qui, pour une raison X ou Y, ont un truc de particulier, ouais, ça se prépare en avance, et ben en fait, vous pouvez justement échapper au devenir normal des êtres humains qui passent dans le royaume des morts, et pourquoi pas réussir à s'échapper. Enfin, il y a vraiment des tas de choses à broder, voire être justement des morts vivants, mais pas forcément au service de la déesse de la mort. Enfin voilà, la, une fois qu'en tant qu'MJ, on a bien présent à l'esprit qu'il n'y a pas de différence profonde entre divinité, tous les flots de lokai et les humains, et ben ça ouvre quand même certaines portes à la bidouille pour voilà, pour les aventures. Et puis oui, par rapport à nous, ça ouvre à la bidouille aussi que ouais, l'empereur dragon lui-même, c'est un être parmi les autres, mais tu te dis il y a possibilité de changer de case. Ensuite, on arrive sur l'élément qui, selon moi, est véritablement important de cette vidéo et dans les premières pages, le pacte. Alors, on a ça dans le livre de base, on nous dit oui, le pacte, c'est ce qui permet aux yokai et aux humains de cohabiter. Il donne un statut de citoyen à part entière aux yokai, ce qui fait que tu peux avoir une Madame Renard qui se balade dans la cité, ça va pas être oh le monstre. C'est pas qu'un truc qui donne des droits aux yokai, hein, c'est un truc aussi qui permet aux humains de pas être trop le jouet des yokai. Bon, il y en a, ils se gênent pas trop, mais voilà, on notera et on reviendra dessus dans ici quelques vidéos que tous les yokai ne reconnaissent pas et n'appliquent pas le pacte. Hein. On a quelques yokai rebelles. Alors du coup, ce pacte, qu'est-ce que c'est On a Nanda qui vient des terres du milieu, des terres des humains. On reviendra dessus, ce concept de terre du milieu n'est pas encore assez développé pour l'Empire des Cerisiers. C'est un champ à fantasmes pour amateurs de background. Mais voilà, on sait que Nanda, il n'est pas du tout originaire de l'Empire des Cerisiers. Il vient ainsi que les humains des terres du milieu. Et donc, première fois qu'il arrive sur les îles qui allaient devenir l'Empire du Cerisier, il va tomber sur le roi des esprits, j'ai bien noté le nom pour pas dire des bêtises, Saruta Iko, et en fait, ça va pas bien se passer. Saruta Iko et tous les yokai du coin, ils vont voir Nanda, ils font non, on veut pas de toi ici. Et ils sont assez puissants, on sait pas si c'est pour le vaincre ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour le repousser. Nanda, il n'arrive pas du tout à faire ouais, je veux les îles, c'est à moi. Il y a une espèce de statu quo de rapport de force qui fait que Saruta lui met Nanda à la porte. Et du coup, enfin le texte nous dit que ça vient jusqu'à l'affrontement physique. Et là, en fait, il y a une divinité qui va intervenir, qui va faire la porte-parole de Nanda à Saruta pour faire des négociations qui vont établir le pacte. Cette divinité est très importante. Alors c'est Uzume, son nom entier, Ameno Uzume. Et la nature exacte des paroles qu'Ameno Uzume va rapporter à Saruta est strictement inconnue. Bon, il doit y avoir des personnes hein, dans l'univers de l'Empire des Cerisiers qui en connaissent le contenu, mais toi, MJ, tu sais pas encore. Peut-être qu'on saura plus tard. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les effets,
c'est que les yokai ont un statut de résident, qu'il y en a une bonne partie qui vont être repoussés dans le royaume spirituel, et puis voilà, Saruta abandonne son trône. Et c'est là qu'interviennent les éléments un petit peu les embrouilles. Les Nanta est un coquin. Bon, avant d'arriver là, en fait, pourquoi Saruta il accepte dans la version officielle, on sait pas trop. C'est genre, oh, parce que voilà, parce que lui et l'empereur dragon, ils se mettent d'accord. Dans la petite colonne à part, en fait, on aurait plutôt tendance à nous dire qu'il y a 2 points, en fait, que tu comprends que Saruta il a fait oui, bon, d'accord. Déjà, il faut savoir que à cette époque, c'est le moment où Amaterasu avait déjà fait ses caprices, ça se présente dans le texte, hein, à savoir que le soleil, il allait se planquer dans sa grotte et que le monde était livré aux ténèbres et au chaos, que c'était pas vraiment très très cool. Et Nanda c'est une divinité qui porte un aspect solaire. Et donc, dégage, pop-up. Et donc, du coup, pour Saruta, c'était l'espoir que en cas de récidive d'Amaterasu, son empire soit protégé des dérives, son peuple soit protégé des dérives secondaires de l'aspect de la vague de chaos et de mort qui allait s'abattre sur l'empire parce que justement on avait un dieu soleil maison. L'autre point qui me semble encore plus crédible, c'est qu'a priori, on ne sait pas trop d'où, mais Saruta, par l'entremise donc de ce dialogue avec Ameno Uzume et Nanda, il aurait pris conscience des futures invasions du Yoni et que sans Nanda, en fait, ils étaient condamnés. Voilà. Donc en fait, entre ne plus être sur le trône des îles et puis mon peuple est mort, en tant que bon souverain, il fait passer son peuple avant, et donc il abandonne son trône. Il abandonne son trône en ayant eu quand même la main, voilà, ça devient sa divinité compagne, d'Ameno Uzume. Donc là, il se dit, ouais, cool, quand même. Voilà, je suis plus le roi officiel, mais j'ai la main d'Ameno Uzume, je vais continuer d'être un gros balèze, non, là, il va pas faire ce qu'il veut sur mon île. Poteau rose, ce qu'il n'avait pas du tout prévu, c'est qu'en abandonnant le trône, il allait perdre une grande partie de ses pouvoirs. Voilà, donc là vous me direz, mais du coup, est-ce que Nanda il les a récupérés? La question est ouverte, je vous rejoins, c'est un des gros points d'interrogation que va nous apporter justement ce texte. Les pouvoirs perdus de Saruta, qui a priori sont liés au titre justement de qui est l'empereur des îles, qui sont liés véritablement à un roi, une terre, c'est presque arthurien. Du coup, en toute logique, c'est Nanda qui devrait les récupérer. Et là intervient le second point que tu as. Ce texte cache beaucoup, en plus du fait que il peut cacher ce que tu veux, vu que de toute façon on ne connaît pas la teneur exacte du pacte, on connaît juste certains de ses effets, mais en fait tu peux y mettre à peu près n'importe quoi en tant qu'MJ si tu as envie d'inventer des trucs dedans, tant que ça reste cohérent avec l'univers. C'est qu'en fait, Uzume, ça c'est pas moi qui délire, c'est clairement dans le texte, avait bien compris que Nanda il cherchait autre chose. Cette autre chose, on ne sait pas encore du tout ce que c'est quasiment le sujet de toute façon de cette série de vidéos. Qu'est-ce que magouille bien Nanda? Et donc Uzume, elle va rejoindre une cabale divine, qui sera le sujet de notre prochain vidéo, car effectivement, il y a, quand on parle de cabale divine, il y a une petite bande de divinités, pas tout à fait secondaires, qui font une petite cabale. C'est pas une pure opposition à Nanda, mais voilà, c'est un petit peu des indépendantistes, c'est un petit peu tout le groupe qui s'est dit, ouais, dans les dieux, il y en a qui font de la merde, et puis Nanda, il a pas l'air vraiment fiable. Donc on va s'organiser entre nous avant que ça dérape une prochaine fois. Et on va parler de cette cabale au prochain volume de ces zooms sur l'Empire des Cerisiers. Voilà. Bon, ceux qui ont lu le bouquin, vous connaissez déjà. Pour les autres, je laisse le teasing. La cabale divine, prochain épisode. Où c'est agréable, on sait tout à fait. Voilà, on a quelques infos de qui c'est, d'où ça vient et pourquoi tout ça. Voilà. Rendez-vous au prochain épisode.